La gifle est arrivée si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé en éclats et se sont brisées sur le parquet élégant de la salle de bal, sous le regard silencieux et absolu des 130 invités. Ma joue me brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était bien pire. Juliette, ma belle-fille, venait de me gifler le jour de son mariage parce que je refusais de lui remettre les clés de mon appartement. Voilà ce qui arrive quand on est aussi égoïste, m'a-t-elle hurlé devant tout le monde. Une femme de votre âge n'a pas besoin d'autant d'espace. Le silence qui suivit était assourdissant. Personne ne bougea pour m'aider, tandis que je m'accroupissais, tremblante, pour ramasser mes lunettes brisées. Certains invités détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres chuchotèrent entre eux, mais personne, absolument personne, n'osa défendre la pauvre belle-mère qui venait d'être humiliée publiquement. Mon fils, Ethan, restait immobile, le regard fixé au sol comme si j'étais invisible. « Vous n'êtes plus la bienvenue ici », poursuivit Juliette en lissant sa robe de mariée immaculée. « Ethan et moi avons besoin d'intimité pour commencer notre nouvelle vie. Votre appartement serait parfait pour nous le temps de trouver mieux. » Ces paroles étaient un pur venin. Pendant des mois, j'ai enduré ces commentaires condescendants sur mes vêtements usés, ma vieille voiture, ma vie simple. Mais cela avait franchi une limite qu'il n'aurait jamais fallu franchir. Je me suis levée lentement, sentant tous les regards posés sur moi comme des poignards acérés. Les larmes coulaient sur mon visage, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé à jamais. Cette gifle n'était pas qu'un simple coup physique. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pendant des années, j'ai vécu discrètement, avec humilité et discrétion. J'avais des secrets que personne, pas même mon propre fils, ne connaissait. Les souvenirs des derniers mois ont commencé à me submerger, tandis que je me dirigeais lentement vers la sortie. Je me souviens de la première fois où Juliette est venue chez moi, il y a 2 ans. Son visage s'est assombri en voyant ma modeste maison, mes vieux meubles, ma petite cuisine. « Sérieusement, c'est ici que vit la mère d'Ethan ?» lui avait-elle demandé, d'une voix suffisamment forte pour que je l'entende. À partir de ce moment-là, chaque visite était devenue une torture silencieuse. « Aurora, tu devrais déménager dans un logement plus petit », m'avait-elle dit il y a 3 mois lors d'un dîner de famille. « À votre âge, vous ne pouvez pas entretenir un appartement aussi grand. De plus, Ethan et moi pensons bientôt avoir des enfants. Nous aurons besoin de plus d'espace. » Son sourire sorcier ne trompait personne, sauf mon fils, qui semblait perdre toute personnalité dès qu'elle parlait, telle une marionnette. Les humiliations s'étaient intensifiées progressivement. D'abord, il y avait les remarques sur mes vêtements. « Aurora, vous n'avez rien de plus moderne à vous mettre ?» Ensuite, ce fut le tour de ma voiture. « Cette voiture est tellement vieille, c'est dangereux pour vous de la conduire. » Puis ce fut mon travail à temps partiel chez le fleuriste du quartier. « Je comprends pas pourquoi une femme de votre âge travaille encore au lieu de se reposer. » Chaque phrase était un petit coup de poignard porté à mon amour-propre. Je m'appelle Aurora Hughes, j'ai 68 ans et j'ai toujours été une femme discrète, préférant la discrétion à l'ostentation. Je travaille dans une petite boutique de fleurs 3 jours par semaine. Je conduis une voiture de 10 ans, j'achète mes vêtements dans des magasins à bas prix. Aux yeux du monde extérieur, surtout pour Juliette, je ne suis qu'une veuve de classe moyenne vivant d'une pension fixe. Mais c'est précisément l'image que j'ai soigneusement cultivée pendant des décennies. C'est que personne, parmi ceux qui me regardaient avec pitié, ne savait, c'est que ma vie était complètement différente avant le décès de mon mari. Mon mari, Robert, n'était pas l'employé de bureau que tout le monde croyait. Nous avions fait le choix délibéré de vivre modestement, de garder notre véritable fortune secrète, de protéger l'intimité de notre famille, un choix qui, je le comprenais maintenant, était prophétique. En quittant la salle de bal, les conversations des invités me suivaient comme un cloage toxique. « La pauvre, elle a l'air si fragile », murmura la tante de Juliette. « La mariée a raison. Cette femme n'est plus capable de prendre soin d'elle-même », ajouta le cousin d'Ethan. « Elle devrait être dans une maison de retraite, pas vivre seule. » Un autre invité fit un commentaire empreint de fausse compassion. Chaque mot était comme de l'acide versé sur des plaies ouvertes. La fraîcheur de la climatisation de la salle de bal contrastait fortement avec la chaleur suffocante qui m'étouffait la poitrine. Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais à tâtons mon téléphone portable dans mon vieux sac à main blanc. Un sac à main que j'avais utilisé pendant 5 ans, non pas parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un nouveau, mais parce que j'avais appris à privilégier l'aspect pratique à l'apparence, chose que ma belle-fille ne comprendrait manifestement jamais. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an, car j'avais naïvement espéré qu'il ne serait jamais nécessaire. « Carlos, c'est Aurora. Je vous demande de venir immédiatement à la salle de bal du Royal Oaks. Oui, maintenant. Apportez les documents dont vous avez connaissance. Il est temps qu'ils connaissent la vérité. » Ma voix tremblait, mais il y avait en elle une fermeté que je n'avais pas sentie depuis longtemps. « Êtes-vous sûre, Madame Hughes ?» demanda Carlos d'une voix professionnelle mais inquiète.
Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la salle de bal où j'y aperçus Juliette qui riait avec ses amis, leur racontant sans doute comment elle avait remis à sa place son inutile belle-mère. Ethan était à ses côtés, souriant faiblement, ne manifestant pas une once de remords pour ce qu'il venait de voir. « Absolument sûr, répondis-je. 30 minutes, Carlos, pas une moins. » J'ai raccroché et me suis dirigé vers ma voiture d'un pas déterminé. Pour la première fois depuis des années, j'allais laisser tomber le masque que j'avais utilisé pour protéger ma famille. Pour la première fois, ils allaient rencontrer la véritable Aurora Hux. Et lorsque cela arriverait, lorsque la réalité viendrait perturber leur monde illusoire et parfait, ils comprendraient le vrai sens du mot regret. Le parking était calme, éclairé par les lampadaires qui projetaient de longues sombres entre les voitures. Assise dans mon ancienne berline, j'ai attendu 30 minutes pour que leur vie bascule à jamais. 30 minutes pour eux, afin de réaliser qu'ils avaient commis la plus grosse erreur de leur vie en humiliant la femme qui, en secret, avait pris soin d'eux bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Pendant que j'attendais dans ma voiture, les souvenirs de la façon dont j'en étais arrivé là ont commencé à me submerger comme une avalanche irrésistible. Tout avait commencé il y a exactement 2 ans et demi, lorsque Ethan est venu chez moi avec ce sourire nerveux. Je le connaissais si bien depuis qu'il était enfant. « Maman, je veux te présenter quelqu'un de très spécial », m'avait-il dit. Et la voilà, Juliette, avec sa coiffure impeccable, ses vêtements de créateur et ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dès le premier instant, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. La façon dont elle regardait mon appartement, évaluant chaque recoin avec un dédain à peine voilé, m'en disait long sur ses intentions. « Comme c'est chaud ?» avait-elle murmuré en observant mes meubles d'occasion et les rideaux délavés de mon salon. Son ton laissait pourtant entendre le contraire. Ethan, complètement aveuglé par ce qu'il croyait être de l'amour, n'avait pas perçu la condescendance dans sa voix. Ce premier dîner avait été un désastre silencieux. Juliette avait à peine touché au repas que j'avais préparé avec amour, prétextant faire attention à sa ligne. Lorsque je l'avais interrogée sur sa famille, elle avait donné des réponses évasives, non sans m'avoir questionné sur ma situation financière avec une curiosité que j'avais trouvée alarmante. « Et comment tu te débrouilles avec une pension de veuve, Aurora ?»« Ça doit être difficile de vivre avec si peu d'argent », avait-elle dit avec une fausse inquiétude. Ce que Juliette ne savait, c'est que je l'avais observée autant qu'elle m'avait observée. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des patrons qui m'ont mis en alerte maximale. À chaque fois qu'ils venaient chez moi, elle faisait des remarques sur le côté démodé de tout, sur le fait que je méritais mieux pour ma retraite. Mais son regard s'attardait toujours sur les détails qui comptaient vraiment. L'emplacement privilégié de l'immeuble, la vue panoramique depuis mon balcon, la taille des pièces. Un jour, quand Ethan était dans la salle de bain, je l'ai entendu parler doucement au téléphone dans ma cuisine. « Oui, maman, l'appartement de sa mère se trouve dans un quartier hors de prix. Si j'arrive à la convaincre de déménager dans un logement plus petit, on pourrait rester ici jusqu'à ce qu'on ait notre propre appartement. Elle est tellement naïve qu'elle nous remerciera probablement même de l'avoir aidée dans cette transition. » Ces paroles m'ont transpercé comme un couteau. Mais j'ai gardé mon sang-froid quand elle est revenue au salon, feinant l'innocence. À partir de ce moment-là, chaque interaction avec Juliette est devenue une performance soigneusement orchestrée de part et d'autre. Elle jouait le rôle de la belle-fille inquiète, soucieuse du bien-être de sa belle-mère, tandis que je faisais prétention d'être la vieille femme vulnérable qui avait besoin d'être guidée. Mais à l'intérieur, je recueillais des informations. J'observais ses mouvements, je cherchais à comprendre ses vraies intentions. C'était comme une partie d'échecs où chacun pensait qu'il était en train de gagner. Les mois suivants ont été marqués par une escalade progressive de ces tentatives de manipulation. Il y avait d'abord les suggestions subtiles. « Aurora, j'ai vu de très beaux appartements pour les personnes de votre âge, avec service tout inclus et sans souci d'entretien. » Puis vinrent les pressions plus directes. « Vous ne pouvez pas continuer à vivre seul à votre âge, c'est dangereux. Et si vous tombiez et que personne ne s'en apercevait pendant des jours ?» Chaque argument était conçu pour me faire sentir incompétent et impuissant. Ethan, mon propre fils, se mit à répéter les mêmes phrases comme un perroquet dressé. « Maman, Juliette a raison. Peut-être il serait préférable pour vous d'envisager de déménager dans un logement plus facile à gérer. » Le voir se transformer peu à peu en marionnette de cette femme était plus douloureux que n'importe quelle insulte directe. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice me voyait désormais comme un obstacle à son bonheur. La campagne psychologique s'est intensifiée après l'annonce de leur fiançailles. Les visites sont devenues plus fréquentes, mais aussi plus tendues.